À vrai dire, je n'en avais pas forcément entendu parler avant la quatrième année, je pense, à Sciences Po Rennes, où j'ai fait ce qui était à l'époque le séminaire Action Locale, je ne sais pas si ça existe encore ou pas, mais qui était l'espèce de tremplin pour accéder au Master 2 EAPT ensuite. Et au sein de ce Master 1, évidemment, on s'est un peu intéressé à la politique évidemment, à la sociologie politique, et du coup, puisqu'il y avait une volonté un peu d'ancrage de ces choses-là, enfin pas de parler que de choses théoriques en fait, de sociologie, de sciences politiques, mais de le faire dialoguer avec la vraie vie et les vrais gens, les mairies, les régions, les acteurs du territoire. Du coup, il y avait des intervenants en fait qui venaient, qui expliquaient un petit peu leur métier. Donc c'est vraiment dans le Master 1, Master 2 que j'ai découvert ce truc-là, et j'ai fait un mémoire de Master 1 sur la manière dont Rennes Métropole travaillait sur le développement durable et notamment évaluait en fait son action de développement durable. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert ce milieu-là et qu'en fait il y avait beaucoup de choses de notre vie qui étaient régies en fait par des politiques publiques, plus ou moins bien en fait. Donc c'est ça qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a une trame d'analyse des politiques publiques, des documents que tu peux réutiliser de l'une à l'autre, ou est-ce qu'à chaque fois il faut toujours réinventer? Oula, une trame d'analyse, c'est compliqué. En fait, il y a plein de types de politiques publiques différentes. Il y a celles qui veulent mettre en place une mairie, celles qui veulent mettre en place un département, une région, un gouvernement. Donc c'est hyper varié. Il y a plein de niveaux d'action différents. Chaque acteur a ses compétences propres. Et en plus, il y a plein de thématiques différentes. Donc si on travaille sur une politique publique sur la jeunesse ou sur le développement économique, on ne va pas du tout parler de la même chose, ce ne sera pas les mêmes acteurs, on n'aura pas les mêmes grilles de lecture et d'analyse. Donc du coup, non, je pense pas qu'il y ait vraiment de modèle. Par contre, il y a des manières de faire, il y a des méthodologies qu'on peut mettre en place pour travailler, pour les comprendre et les analyser, voire les évaluer. Et nous, on travaille un peu avec des méthodologies qu'on essaye de formaliser au fur et à mesure, mais qui sont pour beaucoup en fait issues des sciences humaines et sociales, à savoir faire une revue de la littérature, poser des hypothèses de travail, une problématique, faire du travail de terrain approfondi, donc faire des entretiens avec les acteurs, les gens qui mettent en place les politiques publiques, avec les gens avec les bénéficiaires, les gens qui sont ciblés par ces politiques publiques, avec les différents partenaires qui sont associés. Ça peut être faire de l'observation participante, non participante, ça peut être faire des questionnaires aussi, donc du coup des trucs plus quantitatifs. Enfin, en gros, il y a une palette assez variée en fait d'outils qui sont mobilisables pour travailler sur cette politique-là et les comprendre et essayer de les analyser. Et du coup, quand vous avez lancé l'agence phare, vous vous êtes retrouvés, vous aviez tous les deux des expériences dans ce domaine-là. C'était ta première expérience professionnelle, cette création d'entreprise en fait. Non, en fait, moi Enfin, ouais. j'avais fait donc le master 2 APT et j'avais fait un stage dans un cabinet conseil qui s'appelait le CIRES, qui n'existe plus. Et c'était un stage qui n'était pas terrible, c'était à Paris. C'était une petite structure avec 10 consultants grosso modo. J'avais très peu d'encadrement, j'avais une mission qui était très mal définie. Donc, du coup, moi-même, j'avais un positionnement qui était super compliqué au sein de la structure où les gens te demandaient d'être très vite, très opérationnel pour les aider à faire le taf en fait, et à délivrer des livrables justement pour les clients. Alors que moi, j'étais encore dans une posture d'apprentissage, donc c'était un peu difficile. Et puis j'avais une mauvaise connaissance des codes du milieu. Je pense que à Sciences Po, on nous apprend beaucoup de choses sur le secteur public, l'organisation publique, mais on n'est pas très acculturé, on va dire, au monde de l'entreprise. Donc c'est un petit peu difficile. Et après, donc j'ai pas continué là-dedans. Et après, j'ai passé 2 ans dans une association qui travaillait auprès de gamins un peu en difficulté sociale, familiale, etc. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un premier CDI directement après mon diplôme, donc c'était plutôt cool, c'est assez rare, je pense. C'était pas trop mal payé. Et j'avais l'opportunité on va dire, d'appliquer les compétences que j'avais reçues
dans ma formation de Master 2 et dans mon stage aussi, dans une structure qui était un petit peu en recomposition, donc c'était pas mal. C'était un peu un terrain de jeu assez chouette. Mais là, ça s'est encore mal fini parce que l'association a coulé. Partout où je passe, en fait, les choses s'arrêtent. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bon bah, je travaille auprès du ministère de la Jeunesse. On était une association, mais on avait des clients. Et on avait un client qui était le ministère de la Jeunesse, qui avait lancé des appels à projets qui devaient être évalués. Donc nous, on s'était positionné comme évaluateur. Et puis, une fois que l'association a coulé, moi je suis parti, mais bien sûr en très bon terme avec l'association, et j'ai monté mon auto-entreprise. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai travaillé tout seul, comme évaluateur de projet. Donc je prenais mon petit train, j'allais à Albi, dans le Tarn, en Corrèze, et j'allais faire des enquêtes auprès de lycéens, de jeunes, etc. Ce qui était très chouette, parce que je me suis vraiment, pour le coup, auto-formé. Et s'auto-former, c'est très formateur, pour le coup. Et je me disais que c'était vraiment une chouette expérience, et que c'était un métier plutôt pas mal, même si, comme j'étais tout seul, j'avais du mal à le formaliser, en fait, ce métier. C'est un peu compliqué. C'est une sorte de métier de chargé d'études, consultant, mais tout seul. Euh, et, euh, et à ce moment-là, en fait, au bout de 2 ans, j'ai retrouvé un vieux copain qui s'appelle Emmanuel. On s'était connus tous les deux en prépa en Hippocagne après le bac. Et lui était parti à Sciences Po Bordeaux pour faire ses études. Il a fait ensuite une thèse en sociologie sur les mouvements sociaux. Et au moment où moi je me posais ces questions, de me dire bah, c'est cool le métier que je fais, mais tout seul c'est pas génial. Tout du moins c'est pas entièrement satisfaisant et j'ai envie d'échanger, j'ai envie de progresser. Et je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Je suis allé à sa soutenance de thèse. Et à cette soutenance, en fait, bah, j'ai trouvé que ce qu'il faisait et sa manière de penser était assez différente de la mienne et très intéressante. Et je lui ai proposé en fait dès le lendemain qu'on se lance à monter une structure à 2 en fait, sans trop savoir ce que ça allait être, si ça allait être un bureau d'études, un cabinet de conseil ou autre. Enfin, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom d'agence, parce que c'est à la fois un peu neutre et plastique, et ça permet de lui donner un peu le sens qu'on veut. Et donc on s'est lancé à ce moment-là, il y a 3 ans maintenant. Bon anniversaire, Sarah, ça fait 3 ans. Ouais, c'est une belle aventure. Et ces codes du milieu dont tu parlais, qu'on n'a pas trop appris du coup pendant les études, tu pourrais nous donner quelques exemples, par exemple? Ouais, le premier truc, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est de savoir ce que c'est qu'un client, par exemple. Moi, je savais pas ce que c'était un client. Enfin, je sais que quand je vais acheter des fringues, je suis un client. Mais j'avais jamais formalisé forcément que bah, quand tu vas acheter des fringues, par exemple, tu attends des gens qui travaillent, qui te donnent une qualité de service, par exemple, qui prennent soin de toi, qui cherchent à comprendre ce que tu veux et te proposent le produit qui va te convenir, le produit ou le service qui va te convenir. Donc nous, dans notre cas, on travaille sur plus de services, ce qui implique de réfléchir à son positionnement propre, de savoir différencier, dans le cadre du métier que je fais, par exemple, savoir différencier une personne extérieure à ta propre structure. Est-ce que c'est une personne qui est ton enquêté, par exemple? Est-ce que c'est un partenaire avec lequel tu bosses, donc avec lequel tu as une relation plutôt horizontale? Est-ce que c'est un client avec lequel il y a des enjeux d'argent, donc de plus ou moins de séduction, et donc une espèce de relation qui semble aussi horizontale, mais qui en réalité l'est pas vraiment, parce qu'il y a une forme de pas du tout de soumission, mais d'essayer de comprendre ce que la personne veut et de lui proposer ces choses-là en fait. Donc ça c'est des choses qui sont que moi personnellement je connaissais pas trop en fait, hein, quand j'étais en stage de master 2 et j'étais pas habitué à adapter mon langage, des trucs tout bêtes, hein, mais bien habillé en fonction de qui je vois, etc. Et puis au type de code, essayer de trouver le bon équilibre entre je suis dans mon master 2 et je considère que être en stage c'est de l'apprentissage, mais aussi on me demande d'être opérationnel. Et en quelle mesure du coup tu te positionnes par rapport à ça et tu arrives à faire comprendre aux gens qui sont en l'occurrence qui étaient des consultants que toi tu étais là pour certes leur filer des coups de main, mais qu'aussi il fallait que eux t'aident à comprendre le milieu dans lequel tu évolues,
pour bien me positionner et être à l'aise en fait. Et ça, c'est des trucs que je sais pas faire en fait. Je sais pas comment dealer avec ces gens-là qui étaient très pressés, qui bossaient beaucoup, etc. et qui avaient peu de temps à m'accorder en fait. D'accord. Non, Et c'est un peu est-ce que ça dans le les truc. clients que vous avez aujourd'hui, Ouais. merci. Et dans les clients que vous avez aujourd'hui à l'agence phare, est-ce que vous avez un type d'institution qui fait plus souvent appel à vos services que d'autres ou... En Et fait, là, je vois que vous êtes spécialisé en fait sur les transitions, et aux questions de transition et de citoyenneté. ouais. Ça, Est-ce que du c'est un coup, peu, c'est un peu le truc qu'on a mis ça sur touche... notre site web il y a 2 ans, qui révèle pas forcément grand chose. En fait, à la base, on a plus une culture. Ça vient de qui on est en fait, avec qui on travaille. C'est-à-dire tous les deux formés à Sciences Po, bah, ça se ressent en fait dans les gens avec qui on est à l'aise pour travailler. Forcément, à la base, on est plus à l'aise pour travailler avec des collectivités locales et des ministères qu'avec une fondation d'entreprise, par exemple. Euh, Simplement parce que dans les travaux qu'on a pu faire dans la thèse d'Emmanuel, ou moi dans les enquêtes que j'ai pu mener auparavant, j'ai été confronté en fait bien davantage à des acteurs publics que privés. Euh, donc on travaille plus depuis le début avec, pour le coup, on travaille avec le ministère de la Jeunesse, on travaille avec la région de Bretagne, avec la ville d'Ivry-sur-Seine, donc à différents niveaux de collectivité. Aussi parce que ça vient du fonctionnement du marché en fait dans lequel on est, et qui fait qu'il y a des appels d'offres en fait. Si tu veux bosser sur une mission, il faut que tu répondes à un appel d'offres. Et l'appel d'offres c'est un marché public. Et du coup ça fonctionne comme ça. Et quand t'as pas de réseau comme nous qui sommes une jeune agence, au début on n'a pas de réseau, personne ne connaissait. Donc ils ont plutôt tendance à faire appel pour faire leur marché public à des cabinets expérimentés. Ça peut être le Big Four, KPMG, Ernst Young et compagnie, ou des petites structures mais qui sont implantées depuis des dizaines d'années sur le marché et qui sont connues, qui ont beaucoup de références. Et donc nous on a essayé vraiment de produire des réponses à appels d'offres de qualité, pas trop chères, pour pouvoir être sélectionné et faire un peu nos preuves en fait. Donc ça a pris pas mal de temps, mais ça marche pas mal. Et c'est vraiment ce qui nous permet de vivre quoi, parce que on vit quand même pas mal de ça, de missions de long terme qui nous rapportent suffisamment d'argent pour pouvoir payer des salaires, etc. Et à côté de ça, on est en train de réfléchir à diversifier notre business model, parce qu'on se rend compte que les marchés publics et le secteur public en général peut-être a moins d'argent, qu'il ne faut pas forcément dépendre que d'un seul gros client, typiquement en l'occurrence le ministère de la Jeunesse, et que ça peut être pas mal à la fois pour assurer la pérennité de l'agence phare et aussi pour voir d'autres choses et s'intéresser à d'autres choses, rencontrer d'autres gens, d'aller travailler par exemple avec des associations ou bien des entreprises. Et donc là, on travaille, mais c'est beaucoup plus en faisant du commercial, ce qu'on appelle du gré à gré, donc aller voir les gens, leur présenter ce que tu fais, essayer de les intéresser à ce que tu fais, et réfléchir avec ces personnes-là, ces structures-là, comment est-ce que tu peux leur apporter quelque chose. Donc typiquement là on est en train de entre guillemets prospecter avec pas mal de startups, d'associations pour les aider à grandir, pour les aider à évaluer leur impact, etc. Est-ce qu'il y a eu un projet phare, justement, ces dernières Hmm. années? Sur lequel on a travaillé, tu veux dire? Oui. Ouais, il y a une mission qui nous passionne actuellement, sur laquelle on travaille depuis 1 an et demi. C'est une étude qu'on réalise pour le ministère de la Jeunesse. Donc tu auras compris que quand je disais ne pas dépendre d'un seul client, notre gros client, c'est le ministère de la Jeunesse. Pour laquelle on a fait plusieurs missions, et celle qu'on est en train d'achever en ce moment, c'est une étude sur l'engagement des jeunes par les jeunes. C'est-à-dire comment est-ce que, contrairement à ce qui existe dans beaucoup de villes, des conseils municipaux de jeunes, ce genre de choses, en fait, où les jeunes qui se mobilisent sont souvent des jeunes blancs, de bonne famille, bien éduqués, qui veulent faire carrière dans la politique ensuite, si je caricature un petit peu. Là, c'est d'essayer de voir
en quelle mesure des jeunes qui s'organisent par eux-mêmes, qui créent leur asso, en fait, arrivent sur leur cause, sur leurs intérêts, à mobiliser d'autres jeunes, en fait. C'est ce qu'on appelle le pair à pair, c'est-à-dire l'idée que, en fait, un jeune qui se mobilise saura mieux parler et mieux intéresser, mieux enrôler un autre jeune sur sa cause. Et donc, là-dessus, on travaille auprès de 15 associations de jeunes qui travaillent sur des thématiques super différentes et toutes super intéressantes. Ça peut être une association qui s'appelle Génération Cobaye, qui travaille sur la sensibilisation toute une génération de jeunes sur les méfaits des perturbateurs endocriniens sur le corps humain, en prenant un focus par la question de la sexualité, par exemple, avec un discours super positif en disant que c'est des sujets graves, mais on en parle de manière marrante, parce qu'on en parle de manière marrante et non pas flippante, comme c'est souvent le cas dans les campagnes de prévention que fait l'État, par exemple. C'est le pari que ça va justement plus intéresser et toucher les jeunes. On peut travailler aussi avec une association qui s'appelle Ticket for Change, dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat social auprès des jeunes, en leur proposant un tour de France pour leur faire rencontrer ce qu'ils appellent des pionniers de l'entrepreneuriat social, leur faire découvrir des choses, leur faire réfléchir sur eux-mêmes, qui ils sont, et en quelle mesure ils arrivent à passer de l'idée qu'ils ont de s'engager dans un projet d'entrepreneuriat social à l'action, en fait. Donc on peut travailler avec le GENEPI aussi, qui travaille sur les prisons, qui est un peu plus connu. Donc on suit en fait plein d'assauts qui sont créés, portés par des jeunes pour des jeunes, et qui font des milliers de trucs. Et c'est un bonheur en fait, parce qu'à la fois nous sommes nourris dans notre réflexion sur ce que c'est qu'une structure, parce que l'agence phare c'est aussi une structure finalement quelque part de jeunes, puisqu'on a 30 ans et moins tous. Et puis aussi tu rencontres en fait des gens qui te font prendre conscience que contrairement au discours ultra décliniste sur en France personne ne se bouge, on fait rien et tout, et en fait il y a plein de gens qui font plein de choses trop cool, quoi. Donc c'est une mission qui est trop bien, parce qu'elle nous fait travailler, elle nous fait prendre du plaisir, et en plus elle nous ouvre des perspectives pour avoir peut-être d'autres missions, d'autres contrats par la suite. Donc ça c'est un projet phare pour le coup. Et ça se passe comment, du coup, quand vous allez au contact de ces associations? Vous les appelez simplement au téléphone, ou vous vous déplacez, vous faites des enquêtes On déplace, on fait des enquêtes... on fait des enquêtes approfondies. Typiquement, on va rencontrer les 3, 4, 5 personnes qui sont vraiment, entre guillemets, les leaders, donc qui sont l'équipe projet de l'association. On passe, je sais pas, une heure et demie avec chacun d'entre eux pour qu'ils nous racontent un peu leur parcours. Parce que notre idée, c'est aussi de voir en quelle mesure les jeunes qui s'engagent eux-mêmes sont, reproduisent les schémas sociaux, quoi. Donc l'idée, c'est de voir est-ce que c'est eux-mêmes déjà des jeunes dont les parents étaient engagés, blablabla, etc. Donc du coup, on détaille avec eux un peu leur parcours. Ensuite, ils nous parlent de leur projet, de comment ça marche, quelles sont leurs difficultés, etc. Ensuite, on va interviewer d'autres jeunes, puisqu'ils sont justement les jeunes qu'ils essaient d'engager au travers de leurs actions. Donc on va les interroger, on passe du temps avec eux, on va observer la manière dont ils travaillent. Donc on peut passer des journées, ils arrivent à passer des week-ends entiers, des soirées entières dans des salles de réunion, aussi dans des bars, etc. Enfin, vraiment, on les suit, on fait que du vrai terrain en fait, on les suit vraiment là où ils vont pour comprendre comment ça marche. Et après on croise tout ça, on fait aussi de l'analyse documentaire par ailleurs, et on croise toutes les données qu'on obtient en fait pour produire une étude, un petit rapport qui soit à la fois utile pour les pouvoirs publics, pour le ministère, parce que c'est lui qui nous commandite en fait cette étude, mais qui soit aussi utile en fait pour ces associations de jeunes. Parce que notre idée c'est pas juste de faire une mission, une étude pour faire une étude, c'est que c'est puisse avoir un impact en fait social auprès du plus grand nombre. Donc en l'occurrence, on se dit ces gens-là nous ouvrent leurs portes pendant un an et demi, on peut les suivre tous les 15 jours. Il faut que nous-mêmes on puisse entre guillemets avoir des responsabilités et leur renvoyer en fait un peu la balle et leur redonner des choses. Donc on les fait profiter de nos analyses. Et en termes de restitution, tu parlais d'un rapport, ces rapports que vous envoyez à la fois
aux commanditaires et à ces associations. Vous êtes amené à le présenter parfois dans des colloques ou des conférences? Ou bien c'est toujours sous le format d'un rapport que vous envoyez, et puis une fois que le rapport il est envoyé, on fait comment ça se passe en fait, une fois qu'il est produit? On essaie de sortir justement de ce schéma qui serait juste simplement d'envoyer le rapport par mail ou par courrier, à la fois en faisant une restitution grand public, un peu officielle parce que co-organisée avec notre avec notre client, le ministère de la Jeunesse. Et puis aussi, on dit si les associations, si les cartes d'assaut qu'on a suivies pendant 1 an et demi, elles souhaitent qu'on passe 3 heures avec eux un après-midi pour qu'on leur fasse une restitution un petit peu détaillée de ce qu'on a observé sur la manière dont ils fonctionnent, par exemple, et ben on le fera. C'est pas payé, mais on pense que c'est normal de leur faire ce retour-là. En fait. On appelle le retour à l'enquête en sociologie, qui se fait pas très souvent, qui se fait pratiquement jamais dans les cabinets conseils parce que les gens se donnent pas le temps. On estime que c'est normal. Et après, on réfléchit aussi, on s'interroge beaucoup en fait sur comment est-ce que la connaissance qu'on produit peut être diffusée au plus grand nombre. Donc ça peut être ça peut être aussi pourquoi pas faire des vidéos. On réfléchit aussi en ce moment sur comment est-ce qu'on peut vulgariser en fait en 1 minute 30 de vidéo qu'on mettrait par exemple sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut parler de l'engagement des jeunes? Comment est-ce qu'on peut transmettre l'idée que s'engager c'est pas si compliqué et qu'il y a tel exemple qui montre que si un jeune veut s'engager, il peut trouver près de chez lui ou via internet ou via d'autres trucs des moyens de se rendre utile en fait, soit en tant que bénévole ou en tant que service civique, etc. Et enfin la dernière chose qu'on avait en tête, je ne sais pas si on aura le temps de le faire malheureusement, c'était d'écrire un bouquin où pour le coup on vulgariserait complètement ce qu'on a produit, c'est-à-dire on n'est plus sur un rapport de 500-600 pages, on est sur un format de livre qui puisse être acheté en librairie, qui fait 100 pages et qui serait beaucoup plus nourri par exemple par des récits de vie en fait, des récits de qui sont ces jeunes qui s'engagent, donc en mettant beaucoup plus en avant les individus que l'analyse sociologique qu'on réserve un petit peu pour le rapport qui est destiné au ministère par exemple. D'accord. Et tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement que du coup, ça y est, vous allez recruter les deux premiers salariés à l'agence phare. Comment Ouais. comment ça se passe quand on fait grossir une entreprise quand on décide d'embaucher, quelles sont les étapes qui amènent à embaucher quelqu'un, de quoi est-ce qu'il faut s'assurer avant tout ça? J'imagine que c'est une étape importante pour la société. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Le premier truc en fait c'est la première étape qu'on a eue, c'était de se dire déjà nous-mêmes on peut vivre de notre travail. Donc ça c'était il y a 1 an et demi je pense. On s'est rendu compte qu'on a gagné un premier appel d'offres, un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième, puis qu'on avait des sollicitations. Donc grosso modo que visiblement ça marchait. Bon. Et après on a répondu à d'autres appels d'offres qu'on a gagnés et qui du coup nous ont donné beaucoup de travail à faire en fait. Et le déclic c'est quand au bout d'un moment on passe une soirée de week-end et que tu dis j'adore mon métier mais j'ai pas envie non plus de me casser le crâne à faire que ça, de plus avoir de vie à côté. Donc à ce moment-là tu te dis si on a du travail ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Et que du coup il faut répartir un peu mieux les tâches. Donc à ce moment-là tu essaies de dire peut-être qu'il faudrait prendre une personne en plus qui nous aiderait à travailler. Et donc après tu fais des calculs, hein, tu te dis là je sais que j'ai tant de trésorerie jusqu'à pour je sais pas les 8 prochains mois. Donc il y a moyen de par exemple de payer un salaire ou deux jusqu'à ce moment-là en fait. Donc c'est un peu une projection en fait, tu dis je fais le pari de prendre quelqu'un et puis qu'on va le former, il va nous apporter des choses, on va lui apporter des choses, que ce sera une bonne ambiance de travail et que
et qu'ensuite on continuera à grossir ensemble en fait. Mais t'avais à ce moment-là en fait on s'est posé la question de est-ce que on continue à deux avec Emmanuel, mon associé, ou est-ce que on se dit qu'on peut grossir, qu'on a les épaules pour le faire, même si ça implique de changer un peu de métier, de posture, et qu'on va plus tout faire comme on faisait il y a 2 ans, 3 ans, mais qu'on va un peu plus déléguer, qu'on va faire confiance, et que du coup, nous, notre rôle devient un peu plus d'être manager, donc encadrer, former, suivre le travail des gens qui nous rejoignent, et qu'on est un petit peu moins sur le terrain, quoi. Ok. Et quand vous allez vous répondre à des appels d'offres, en général, c'est plutôt des entreprises de votre taille qui répondent aux appels d'offres en même temps que vous, ou c'est des gros cabinets de conseil la plupart du temps? C'est intéressant. Alors, on n'a pas toujours la réponse. Enfin, on ne sait pas toujours qui sont nos concurrents. On l'a su 2 fois sur des gros contrats, un gros par rapport à notre taille évidemment. Et en fait, il y a de tout. Il y a à la fois des petites structures entre guillemets de 3-4 personnes, des boîtes qui sont de taille un peu plus intermédiaire avec où tu as 15-20 consultants. Et puis tu as aussi, on s'est retrouvé en face de Ernst & par exemple, enfin, est devenu EY, qui avait postulé au même truc que nous, quoi. Et on les a battus. Donc comme quoi c'est pas impossible. Ouais, c'est une belle histoire, ça, bien sûr. Bah, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelques conseils que tu voulais donner ou quelques autres commentaires que tu voulais faire par rapport à ton parcours ou à ce domaine, ton domaine d'activité? Qu'est-ce que je pourrais dire C'est quand même, enfin moi l'impression que j'en ai, j'ai toujours été beaucoup intéressé par ton parcours. J'ai vu ton profil sur LinkedIn il y a longtemps, et ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que c'est vraiment une application très proche de ce qu'on apprend en fait, à part les quelques détails que tu as donnés tout à l'heure sur le monde de l'entreprise, mais en fait tous les cours de sociologie, les enquêtes de terrain, etc. qu'on a à Sciences Po, en fait ça ressort énormément dans le travail que tu fais aujourd'hui, quoi. Et je crois que ça fait partie des métiers, en tous les cas, que j'ai vus jusqu'à présent, qui, je pense, sont le plus proches de l'enseignement. Les études. Ouais. Ouais. Ouais, c'est possible. Après, ça s'applique dans des cadres un peu différents, et dans le cadre de mon parcours, ce qui était du coup actuellement, si je fais ça rétrospectivement, certes, il y a ce truc de, c'était utile, quoi. C'était vraiment utile d'avoir cette fameuse formation généraliste, ces cours de sociaux, de sciences politiques, etc. Par contre, le truc que j'avais pas du tout imaginé quand j'étais en master 2, ou même pendant mes études à Sciences Po en général, c'était que j'allais créer une entreprise. Et en fait, ça, il y a souvent des gens, il y a souvent un discours sur le mythe de l'entrepreneur né, c'est le serial entrepreneur qui passe son temps à créer des boîtes, machin et tout. Et en fait, on peut complètement se lancer, et que ce soit pour créer une entreprise ou une association, je pense que c'est la même chose. Et que parfois ça fait un peu peur, mais ça peut faire peur, mais qu'en fait ça peut aussi se faire de manière très simple en fait, en un jour en disant tiens, je tente un truc, ou on tente un truc à plusieurs. C'est souvent mieux de le faire à plusieurs d'ailleurs. Et puis on voit si ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on essaie, quoi. Donc moi le conseil que je donnerais, c'est tester beaucoup en fait, se planter, réessayer, changer un petit peu et puis voir si ça marche, et puis voilà. Et ben, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Cool. Merci à toi, Xavier. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.